C'est sûrement, irrémédiablement, le plus grand mystère des neurosciences. Celui qui interroge directement notre capacité à donner du sens, l'intégralité de notre fonctionnement dans sa finesse, chaque infime pensée qui nous traverse. Humblement, nous n'en comprenons rien. Le code neural est une boîte noire présente dans chaque terrien. J'ai déjà dit sur cette chaîne que l'on cherche à dialoguer avec des espèces conscientes dans notre propre univers, alors que l'on ne sait même pas dialoguer avec les espèces conscientes de notre propre planète, telles que les cétacés et leur langage à la complexité avérée. Mais en réalité, avec notre propre cerveau, on ne peut même pas communiquer. Les informations codées qui y circulent sont pour nous, tout simplement, extraterrestres. Le langage propre dans le cerveau, et particulièrement sa capacité à donner du sens à l'information, est sûrement l'un des langages codés les plus incompréhensibles que nous connaissons. Et il est 100% naturel. Et c'est ça, de mon point de vue personnel, le plus grand mystère actuel des neurosciences. Même si, entre nous, j'ai plus d'amour pour le défi qui est le décodage du langage des cétacés, ou encore plus d'intérêt pour comprendre quelles sont les causes de la maladie d'Alzheimer, qui cumule le joli score de plus de 100 ans d'études pour zéro fucking idée de comment ça se déclenche. Alors commençons par énoncer clairement la question que nous allons explorer. Quel est le code neural ? En d'autres termes, pour une impulsion nerveuse donnée, traversant un neurone donné, est-on capable de comprendre ce que représente celle-ci ? Je profite de cette introduction pour vous dire que je suis vraiment heureux de partir ensemble explorer enfin cette question du code neural en tant que question ultime, qui est aussi pour moi l'une des plus belles concrétisations d'une théorie qui est sûrement aussi ma préférée, la théorie de l'émergence, qui est plutôt un concept qu'une théorie. Bon. J'en profite pour dire deux petits points sur la notion d'émergence. Désolé pour les petites... C'est pour éviter d'avoir du vent. La propriété d'émergence, c'est lorsque la somme des objets trouve dans leur conformation des propriétés transcendantes qui valent plus que la simple somme de ces mêmes objets. Pour prendre un exemple, si vous prenez n'importe quelle ville, c'est un ensemble d'immeubles, de citoyens, d'automobiles, de rues, etc. Et ce qui fait Paris est vraiment plutôt dans l'architecture, dans l'organisation de toutes ces choses-là. Ce qui fait de Paris est donc une notion émergente. C'est le principe de l'émergence. Et il y a vraiment beaucoup de choses dans le vivant qui occupent cette même approche. Par exemple, la conscience, qui vaut plus que mettre bout à bout 86 milliards de neurones. Il y a vraiment une recherche dans l'architecture pour faire émerger la conscience. Alors, on peut voir ça d'une manière inverse. Si vous prenez, par exemple, cet immeuble, que je me le mets à le démolir, pas prévu de le démolir, mais ça ne change pas le fait que Paris soit toujours Paris. Et la question, c'est à partir de combien d'immeubles détruits, Paris est-elle toujours Paris ? Autrement dit, à partir de combien de neurones en moins, moi n'est plus moi. Donc voilà, c'est un peu ce que permet la théorie de l'émergence, en tout cas ce concept d'émergence, et c'est ce qui permet que réunir les gens sous des intelligences et des consciences collectives, ça a vraiment des potentialités très fortes. Mais ça, c'est un autre débat. Commençons avec quelques bases. Le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Pas du tout, genre vraiment pas. La seule ressemblance est sûrement la composante électrique uniquement du message nerveux, et c'est ce que l'on appelle du tout ou rien. Soit un courant passe, ce que l'on appelle aussi potentiel d'action, soit le courant ne passe pas. Et voici maintenant plein d'exemples de courants qui ne passent pas. Au revoir. Quel est ton commentaire ? C'est trop dur en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? La seule ressemblance, elle est là, et lorsque l'on arrive aux synapses, l'interface entre deux neurones, tout part en sucette. Capable d'influencer le passage du message, il y a plusieurs centaines de gènes, plus de 100 neurotransmetteurs, il y a l'aide de nombreuses cellules satellites, et chacun a plein de modulations, de régulations, d'expressions, plein de mots en ions. Et tout ça, on en parle pour une seule et unique connexion. Mais rajoutez à cela en moyenne 10 000 connexions d'un neurone avec d'autres neurones. Ajoutez à cela la complexité du réseau qui fait passer des écouteurs emmêlés pour la simplicité même. Et vous obtenez ce genre d'enregistrement provenant d'électroencéphalogrammes avec lesquels on peut certes faire des miracles, mais l'immense défi il est là. Comment tout démêler ? Parce qu'avant même daigner déchiffrer le code neural, il faut isoler ce code neural. C'est un peu comme si vous cherchiez un trésor caché dans une cité perdue, alors que vous avez même pas trouvé la cité perdue, ce qui est embêtant. Donc là ici, vous avez juste des milliers, millions, milliards de neurones qui parlent juste tous en même temps. Et même si vous isolez un seul neurone, ce qui en soit pas très sympa, parce qu'il a rien fait, et bien avec ces 10 000 connexions, il écoute en moyenne la parole de 10 000 autres neurones qui lui parlent en même temps. Par exemple, aujourd'hui, on en connaît bien plus sur les mécanismes de la conscience, qui est un phénomène global à l'échelle de tout le cerveau, plutôt que sur ce fameux code neural, qui lui est du mauvais côté de la théorie de l'émergence, là où les propriétés n'ont pas encore
transcender la matière. Et pour la première fois dans cette vidéo, nous allons arrêter de nous poser des questions de plus en plus difficiles, mais tenter d'enfin y apporter une réponse. Car depuis quelques années, on sait qu'il existe dans le médial temporal lobe des cellules, tenez-vous bien, appelées cellules concept. C'est pas n'importe quelle cellule, c'est une cellule avec un fucking concept. Oui, un concept comme celui de Star Wars, Dark Vador, Yoda, pour reprendre les exemples cités dans les études. Ça veut donc dire qu'il existe dans ce monde cellulaire une réalité, sous la forme d'informations, qui est directement compréhensible par projection dans notre monde. Et rien que ça, c'est totalement fou. Ces neurones concept ont été trouvés quasiment par sérendipité lorsque l'on étudiait le cerveau de patients traités pour l'épilepsie, et que l'on étudiait l'activité de quelques neurones pour savoir si on allait les enlever dans le cadre du traitement de l'épilepsie. Le principe d'un neurone concept est d'émettre un message nerveux uniquement si vous pensez à un concept, comme Yoda, aussi bien si vous voyez son image, si vous entendez son nom ou si vous lisez son nom. Et ce même neurone ne se déclenchera donc pas si vous pensez à d'autres concepts, comme par exemple le footballeur Eder ou le pain aux chocolatines. Alors, du coup, je crois qu'il faut qu'on définisse ce que c'est un concept. Ouais, c'est quoi, ouais? Un concept. Pour reprendre une citation d'un des auteurs de cette étude, un concept est la capacité de créer de l'abstraction dans une notion pourtant, elle, bien réelle. Donc, qu'est-ce que l'abstraction? C'est la capacité à retenir quelques caractéristiques d'une notion tout en enlevant la majorité des détails pour ne pas y être sensible. En gros, l'abstraction d'un ukulélé serait par exemple sa forme ou encore le son de ses cordes, mais pas sa couleur qui, elle, peut changer, et si sa couleur change, ça restera toujours un ukulélé. Mais en vrai, attention, parce que tout cela est quand même assez simpliste. Le neurone concept ne reconnaît pas forcément un ukulélé ou Yoda, mais il est plutôt un carrefour où se rencontrent de nombreux stimuli pour créer une nouvelle association, une sorte d'imbrication, et on peut voir ça un peu comme une fermeture éclair qui prend deux motifs pour n'en faire plus qu'un seul, imbriqué. On a d'ailleurs observé que ces neurones concept ont une petite latence à processer l'information, signifiant que ce même traitement de l'information est en fait assez complexe pour eux, contrairement aux autres neurones. C'est un peu comme un ordi qui rame lorsqu'il a une lourde tâche à effectuer. Ouais, je sais, bon, on ne devait pas utiliser de comparaison avec des ordinateurs. Et selon les experts du sujet, cette latence des neurones concept est peut-être l'une des preuves que ce sont eux qui sont capables de créer les nouveaux souvenirs. Parce que oui, tout le monde connaît Yoda, mais si je vous montre cette nouvelle personne et que je vous dis qu'elle s'appelle Edouard, et que maintenant je vous remonte sa photo, vous vous rappelez de son nom. Ce qui traduit la réactivité folle de ces neurones concept et qui explique aussi la difficulté à retenir de nouveaux prénoms à une soirée. En revanche, il y a rapidement un problème. Le médial temporal lobe ne contient qu'environ 1 milliard de neurones, ce qui est assez, selon les experts, pour stocker de 10 000 à 30 000 concepts. Seulement, uniquement. Et un être humain connaît évidemment bien plus de concepts que ça. Prenez ne serait-ce que le nombre de personnalités ou de musiques que vous connaissez, je pense qu'on arrive rapidement à de tels chiffres. En tout cas si vous êtes fort en blind test. Heureusement, on a un début d'explication. Il n'y a pas qu'un seul neurone par concept, mais sûrement plusieurs. Le concept est plus dans l'architecture du réseau que dans le neurone unique. Ici, par exemple, les neurones qui réagissent à Luke Skywalker réagissent aussi à Dark Vador et à Yoda, et si vous suivez bien, les neurones en commun sont très certainement ceux qui réagissent au concept de Star Wars. Alors, perso, j'aurais préféré des auteurs fans du Seigneur des Anneaux. Bon, à ce stade de notre exploration, nous avons donc mis en évidence des neurones concept, des neurones capables de s'exciter sur un concept donné. D'ailleurs, ça ressemble à ça, le concept d'aigle par exemple, dans le langage codé du cerveau, le code neural. Le code ressemble à cet enchaînement d'impulsions nerveuses électriques émises par le neurone. Et vous êtes sûrement déçus, car, enfin si vous n'êtes pas déçus tant mieux, mais moi je le suis un peu. Premièrement, sur 6 essais, les concepts sont codés toujours de manière différente. Ce qui signifie qu'un concept a sûrement plusieurs manières d'être codé, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et surtout, deuxièmement, ça c'est un neurone pyramidal, qui est un neurone très particulier, qui est un peu l'entonnoir de l'information dans cette structure. Mais quand on regarde en amont, par exemple, les interneurones, bah c'est encore plus le bordel. Ouais. Ouais. Si seulement le code neural n'était qu'un code électrique. On en avait déjà parlé cet été au bord d'un feu de bois, mais on théorise de plus en plus que le code neural puisse aussi se propager dans des ondes mécaniques. Oui,
telles des vagues, c'est-à-dire dans le déplacement des molécules d'eau autour d'un neurone lorsque celui gonflerait en réponse à une activité. Bon, ce n'est qu'une théorie, mais vous comprenez bien que si c'est vraiment le cas, ça va être drôlement plus dur de décoder le code neural. Donc, je sais pas si vous réalisez, mais il est possible qu'une partie de nos pensées se balade dans le cerveau de manière codée dans le déplacement de molécules d'eau. Alors on peut déjà rappeler deux principes que nous venons de voir. Une même information peut être codée de différentes manières, et une même information peut voyager dans différents substrats, ou environnements, ou vecteurs, appelez ça comme vous voulez, par exemple électrique, chimique, ou encore mécanique. Si l'on compare avec notre propre langage, juste pour la comparaison, c'est comme si chacun de nos mots pouvait s'écrire de tout un tas de manières différentes, et que chaque information pouvait aussi bien passer par ma voix, que par des rayons X, que par un rayonnement infrarouge, que par le brol, ouais. Et surtout, nous n'avons exploré là qu'une infime partie de ce code neural. Observer quelques impulsions électriques passer à travers quelques neurones, c'est comme observer des voitures au bord de l'autoroute et daigner penser que l'on a compris les besoins de mobilité dans notre société. Peut-être un peu poussé celle-ci comme métaphore. Dans cette matérialisation à un moment donné du code neural, je n'ai fait que l'observer depuis le trou d'une serrure. Et si on arrive à décoder peut-être un jour comment s'écrit Yoda en langage du code neural, ça s'arrête là. Ça n'en dit absolument rien sur comment le cerveau a encrypté, créé lui-même le code Yoda. Surtout que c'est assez vertigineux lorsque l'on sait que les auteurs des études pensent que ce code-là, cette manière d'encrypter un concept, dans le cerveau, il est unique à chaque être humain, aussi bien que nos empreintes digitales par exemple. Peut-être le mieux c'est de prendre un exemple, parce qu'il est grave cool. Dans toutes ces études, une personne pour laquelle on enregistrait son neurone, coucou si tu nous regardes, avait confondu l'opéra Tiné avec un autre temple en Inde, le temple Baha'i, qui lui ressemble beaucoup dans son architecture. Vous savez pourquoi les auteurs de l'étude l'avaient deviné? Parce que juste avant, ils avaient enregistré l'activité d'un neurone qui s'excitait aussi bien sur l'image de l'opéra que sur l'image du temple. C'est fou de se dire que, du coup, dans la vraie vie, lorsque vous confondez deux personnes ou deux monuments, c'est parce qu'il y a réellement, potentiellement, un vrai neurone qui a confondu les deux. Alors, pour terminer en douceur, mais peut-être sur les mêmes vertiges qu'au début de l'épisode, j'espère que personne n'est trop sensible à l'idée de concevoir notre entière conscience, notre entier sentiment d'existence, comme n'étant que du code, aussi complexe soit-il, et qu'il n'y a pas du coup d'esprit ou de libre arbitre véritablement dans le cerveau. Mon approche personnelle est que même si le libre arbitre n'existe pas et que nous sommes réellement que du code, en réalité, peut-être qu'on s'en bat les gonades. Même si demain j'apprends que ma conscience n'est qu'un programme informatique ou que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une immense simulation, en quoi cela est forcément angoissant ou décevant? Je veux dire, même si je ne suis qu'un code sans réel esprit, l'important c'est que j'ai l'illusion d'être une conscience, d'avoir un esprit, un libre arbitre. Peu importe ce que je suis, peu importe ce que sont mes pensées et mes propres idées. J'ai à minima l'illusion que je peux explorer et expérimenter tout ce qu'il y a autour de moi. Et en vrai, c'est tout ce que je demande. C'est la fin d'exploration. Je voulais juste vous avertir sur le fait que tout ce qui a été dit a été plutôt romancé pour qu'on passe tous un bon moment à l'écouter. Mais si vous voulez vraiment vous plonger scientifiquement sur le sujet, il n'y a vraiment rien de mieux que de lire les articles scientifiques qui ont été cités tout le long de l'épisode. Quoi dire de plus? Laissez un commentaire. J'ai pris l'habitude de toujours tous les lire et d'y répondre. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter pour suivre les actualités. Vous pouvez aussi maintenant, désormais, me supporter sur Tipeee, même si en vrai je roule sur l'or grâce à YouTube. Et sur ce, je vous kiffe. Ciao.